Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver à la faveur donc de cette émission sur la charte de bonnes pratiques. Le contexte national en matière de lutte pour la protection des enfants au Bénin a connu ces dernières années une amélioration due à la diminution des cas de violence, d'abus divers et d'exploitation dans les établissements scolaires du Bénin. De 3045 cas de grossesse en milieu scolaire en 2017, on est passé à environ 1300 cas en 2023. Et ceci, justement, est dû à une amélioration du cadre juridique, réglementaire et opérationnel dont dispose le Bénin et les nombreuses actions, bien évidemment, des organisations non gouvernementales et autres partenaires au développement et associations. On peut évoquer à juste titre l'initiative par CIPCRE Bénin de la charte de bonnes pratiques pour la protection des élèves contre les abus sexuels, laquelle charte a été instituée par l'État béninois à travers des arrêtés ministériels pris en 2015 en ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement secondaire et en 2016 pour celui du primaire. La CBP a connu d'amélioration dans son contenu avec l'extension en milieu communautaire. Les questions à se poser maintenant, que comprendre de la CBP et de son importance en ce qui concerne la protection des élèves contre les abus sexuels dans nos établissements? Qu'en est-il de sa révision et surtout des innovations apportées? Quel est l'accompagnement des différents acteurs et surtout de l'État? Voilà autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de répondre à la faveur de cette émission, mesdames et messieurs. Et pour l'exercice, nous recevons pour vous Lazare Akotrosu. Il est cadre de la direction de l'enseignement primaire. Il est le répondant CBP du ministère des enseignements maternels et primaires. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'accueil. Merci pour la disponibilité. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons donc le privilège de recevoir René Rosangbé. Il est donc du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Vous êtes le répondant donc CBP de votre ministère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être sur vos plateaux. En tout cas, le plaisir est partagé. La première question, c'est à vous. Okay. Dites-nous déjà, la CBP, on parle de la charte de bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est? La CBP, entendez, la charte de bonnes pratiques est un dispositif participatif de lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. Il faut dire que la CBP a été institutionnalisée par arrêté ministériel et constitue une convention locale que les acteurs, les parties prenantes de l'école signent en vue de veiller à la protection des enfants. Lazare Akotrosu, comment décrivez-vous cet instrument? La CBP est un outil qui participe à rendre l'école sûre. C'est une convention locale, comme il a su bien dit. Et cette convention locale est en réalité une convention qui comporte une série d'engagements. Engagements pris par différents acteurs. En parlant d'acteurs, on peut citer le directeur de l'école, les enseignants, les élèves, les vendeuses, les parents d'élèves, la cantinière ou vendeuse bien sûr, le personnel de soutien. Donc, tous ces acteurs à la base de l'école prennent des engagements et ces engagements sont contenus dans un document qui est une convention locale adoptée et signée par les partenaires, appuyée par un organe qu'on appelle le comité de veille. Et c'est pris au niveau local. Très bien. Vous qui êtes donc répondant CBP au niveau de votre ministère, donc du ministère de l'enseignement secondaire, si quelqu'un peut-être doute encore de l'importance de la CBP, qu'est-ce que vous avez à lui dire?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais simplement dire que d'abord la CBP Oui. aujourd'hui est incontournable en ce qui concerne la lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. Donc, si quelqu'un doute de ce que aujourd'hui de l'existence de la CBP, cela voudra dire que celui-là doute de l'existence, en fait, celui-là doute plutôt de ce que nous avons aujourd'hui une diminution des cas d'abus sexuels en milieu scolaire. C'est ce que cela veut dire. En tout cas, que pensent les acteurs? Vous avez cité un certain nombre de composantes qui sont dans le comité de veille. Nous avons interrogé tout de même les apprenants. Qu'est-ce qu'ils pensent de la charte de bonne pratique? Quelle est leur responsabilité dans la protection donc, des enfants contre les abus sexuels suivants? On invite les responsables de chaque classe et on organise une séance et on leur parle sur ce qu'on nous a appris à la formation. Et arrivé en classe, eux, ils partagent l'information à nos autres camarades. Nous essayons de leur parler de l'abus sexuel en milieu scolaire, de leur montrer les causes, les manifestations et les conséquences de ces choses en milieu scolaire et de leur dire qu'ils ont le droit de venir dénoncer les cas dont ils sont victimes. Les chartes de bonne pratique en milieu scolaire, c'est des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour nous canaliser en tant qu'élèves. Il y a plusieurs voies de recours qui sont favorables pour ceux qui sont victimes d'abus sexuels. Nous avons les ONG, nous avons les centres de formation Secret Bénin, nous avons aussi la police républicaine, nous avons aussi le comité de veille de notre établissement et nous avons aussi les autorités et les membres de l'administration. Voilà, retour sur ce plateau. Lazare Akpotrossou, quel regard portez-vous justement sur ce que vous venez de suivre? C'est un élément qui retrace en réalité ce qu'est la CBP dans sa phase pratique. Moi, j'ai retenu des différentes interventions, plusieurs expressions. Nous utilisons la CBP pour sensibiliser nos pères, pour participer à l'éducation, à la santé sexuelle. Nous utilisons la CBP et grâce à la CBP, nous savons dénoncer, nous savons référencer. Les apprenants ont en réalité tout dit. La CBP, comme je vous l'ai dit, est un outil puissant de protection des apprenants contre les abus sexuels. Et quand on parle d'abus sexuels, c'est un terme générique qui regroupe assez d'infractions. Il y a le harcèlement sexuel, le viol, l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, mais il faut un élément constitutif pour s'ajouter à la définition des abus sexuels pour qu'on tombe dans le champ d'application d'une autre infraction. Je n'en veux pour preuve que le viol, par exemple, ce sont les manœuvres qu'un acteur en position de supériorité exerce sur un acteur vulnérable, en position d'infériorité, bien sûr, pour bénéficier des faveurs sexuelles, mais là, c'est accompagné de pénétration. Vous voyez, donc, ça rejoint les abus sexuels, plus un élément nouveau qu'on peut appeler pénétration. Donc, voilà, les apprenants ont su bien dit et ont même décrit le rôle du comité de veille. Ils sont allés loin en faisant la liaison entre l'outil CBP dans son champ d'application initiale, l'école et la communauté, en parlant de la police républicaine, oui, en parlant des ONG, en parlant des acteurs du centre de protection sociale, en parlant des acteurs communautaires, tels que les élus locaux, puisque l'école appartient à la communauté, l'enseignement primaire est une compétence partagée entre l'État central et les acteurs à la base. Voilà. Ce que vous venez de suivre, qu'est-ce que cela suscite en vous comme lecture? Oui, l'élément justifie que les apprenants, les élèves de façon générale, maîtrisent vraiment la CBP comme outil de lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire. Et de façon pratique, ils ont cité, entre autres, le dispositif de référencement qui existe
en ce qui concerne de façon générale ce que nous appelons l'éducation à la santé sexuelle. C'est-à-dire dès lors qu'un apprenant ou une apprenante est abusé, et quelle est la première démarche que cette apprenante doit faire. Voilà, donc pour avoir cité ce dispositif, cela justifie de ce que les élèves maîtrisent bien le fonctionnement de la CBP, qui n'est rien d'autre que la convention locale que les acteurs de l'école signent pour prendre l'engagement de protéger les élèves. Très bien. Près de bientôt 10 ans de généralisation de la charte de bonne pratique dans les établissements scolaires du Bénin, Lazare Akpotrossou, pourquoi réviser alors la CBP aujourd'hui? La CBP doit être révisée. Elle doit être révisée parce qu'elle a été éprouvée. Et une fois qu'elle a été éprouvée, elle a montré ses limites. Donc en montrant ses limites à travers l'étude sur les effets de la charte, des points d'amélioration ont été relevés. Par exemple, par rapport à sa portée. La CBP, dans sa version originelle ou initiale, avait une portée limitée au cadre de l'école. Mais avec l'évolution de la société et avec l'engagement des acteurs tels que le législateur qui a enrichi notre arsenal juridique, il est de bon ton que la CBP ait une portée beaucoup plus large et comporte des éléments nouveaux tels que des définitions pour permettre aux acteurs de mieux pénétrer le document, de savoir les éléments constitutifs des infractions et de savoir les peines qu'ils encourent en cas d'abus, en cas de tentative d'abus. Voilà quelques aspects qui nécessitent une révision de la CBP, puisque ces éléments n'y étaient pas. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des acteurs nouveaux qui interviennent, tels que l'INF, l'Institut national de la femme. Donc, dans sa version révisée, l'INF est membre du comité de veille. La version révisée apporte des innovations par rapport aux compétences ou aux attributions du comité de veille. Le comité de veille auparavant ne faisait pas des plaidoyers vers les acteurs locaux. Cette fois-ci, le comité de veille a pour compétence d'avoir un PTA, un plan de travail annuel, avec comme activité phare des activités liées à l'éducation à la santé sexuelle, des activités de sensibilisation, des activités liées au processus de dénonciation, à la protection de celui qui dénonce, des activités liées au référencement et des rapports périodiques qui sont faits aussi bien aux supérieurs hiérarchiques immédiats, puisque nous sommes ici des représentants de l'administration. Tout à fait. C'est vrai que l'ONG CIPCRE Bénin est venue en appui, mais l'ONG accompagne l'État. Donc ici, nous sommes des représentants de l'administration et les rapports parviennent aux représentants de l'administration tels que le CCS, le DEDAMP, pour ce qui concerne le primaire. Mais ces rapports sont envoyés concomitamment aux responsables du centre de protection sociale et aux responsables de la communauté. Je veux parler de l'élu local. Oui. Voilà. Donc, voilà quelques innovations qui rendent l'outil beaucoup plus communautaire et qui permettent une implication active des différents acteurs. C'est vrai que des innovations sont apportées suite à la révision donc, de la CBP. Toujours est-il qu'il y a quand même des résultats concluants que nous avons eus. Pourquoi réviser quelque chose qui marche? Oui, exactement comme l'a dit mon doyen tout à l'heure. Il fallait vraiment réviser la CBP parce que l'étude sur les effets de la mise en œuvre de la CBP, ancienne version, ont révélé qu'il y avait quand même une faible connaissance de la CBP par les élèves qui sont les premiers bénéficiaires de la protection que la CBP réserve en milieu scolaire. Et que au niveau même des acteurs des comités de veille,
que la définition des rôles n'était pas ce que ça Spécifié, n'était pas vraiment très spécifié. explicite. Alors donc, il fallait à tout prix prendre par une révision pour donner plus de force à la CBP. Et de cette révision, nous pouvons déjà dire qu'au niveau du préambule, il y a eu la présentation des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui protègent d'abord les enfants. Et à partir de là, les acteurs signataires de la CBP se disent déjà que, attention, si on n'avait pas cette connaissance avant, à partir de ce dispositif-là, déjà, nous avons du boulot à faire parce que on leur rappelle tous les tests sur lesquels ils doivent s'appuyer pour protéger les élèves. Voilà. Très bien. Je voudrais vous inviter, vous convier à suivre les responsables d'établissement et quelques agents du personnel de soutien dans nos établissements. Ils ont quand même porté leur regard sur les résultats, ou du moins la mise en œuvre de la CBP donc dans ces différentes écoles. Depuis quelques années, nous avons connu un excellent recul de ce phénomène. Et vous savez, il y a plusieurs formes d'abus. Nous avons ce que nous appelons le harcèlement sexuel, qui n'est plus du tout d'actualité dans notre établissement depuis quelques années. Et depuis 3 ans que je suis de ce collège, je crois que je n'ai pas vécu encore de cas et je crois qu'on ne va pas vivre parce que le dispositif mis en place, les différentes sensibilisations qui se déroulent à chaque fois au niveau des apprenants et des enseignants et également de tous les différents acteurs au niveau de l'école, ça a porté ses fruits et je crois que nos filles et les enfants en général sont en sécurité au niveau de notre établissement. La sensibilisation fait que les élèves filles n'ont plus peur de venir, disons, signaler entre griffes les professeurs ou même leurs camarades qui les harcèlent. Donc, je crois que tout le monde se méfie franchement de la chose. De la communauté scolaire s'occupe désormais de la sensibilisation et de l'éveil au niveau des enfants. Si bien que tous ceux qui peuvent être mêlés à des problèmes d'harcèlement sexuel et autres, ils n'ont plus de répondants dans le système. Ça fait que le nombre de grossesses a diminué, les pratiques de harcèlement sexuel ont également diminué. Surtout à la fermeture des salles, ce que nous voyons avec nos yeux, si ce projet n'était pas arrivé, si ça continuait comme ça, ce n'était pas bon. On entendait avant que, on peut dire, les professeurs abusaient les élèves. Par exemple, ils enceinte les filles et il n'y avait pas, sans souci quoi, sans problème. Parce qu'il n'y avait pas de punition, il n'y avait rien sur ça. Mais on a vu que maintenant, là, comme l'État a mis accent sur ça, là, en tout cas, tout le monde se contrôle maintenant. Lazare Akotroso, vous êtes le répondant CBP au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Vous êtes fier certainement de ces résultats que nous venons d'avoir. Ce sont les acteurs qui se sont exprimés. Et la dame a bien dit, ils enceignaient les filles, ils n'avaient pas peur. Mais désormais, ils ont peur. Et il y a quelqu'un qui a dit, ils sont méfiants. Il y a un autre qui dit, nous continuons le travail de sensibilisation. Vous voyez, quand les acteurs parlent, ce sont eux qui sont au contact des apprenants. Ce sont eux qui vivent la réalité des choses. Et vous avez à l'entame de cette émission donné des statistiques. Goethe a dit, les chiffres, non seulement les chiffres gouvernent le monde, mais ils montrent comment le monde est gouverné. Et quand les chiffres parlent, il n'y a plus lieu de faire un narratif long. Donc c'est dit tout simplement que je suis fier de ces résultats, mais ces résultats nous interpellent et nous montrent que le chemin reste encore long, puisque c'est une activité pérenne. Les enfants viendront chaque fois, les acteurs ne sont pas les mêmes, nous avons de nouveaux acteurs qui arrivent et qui ont besoin d'être encadrés, d'être sensibilisés, d'être formés. Donc j'affiche une satisfaction absolue et un courage pour continuer dans ce sens. Merci. Voilà. René Rosangbe, quel est le rôle que vous avez joué au niveau de votre ministère pour que nous arrivions là?
Oui, notre rôle est d'abord un rôle d'accompagnement. Nous, au niveau central, nous essayons de prendre les courriers qu'il faut à l'endroit des directeurs pour leur rappeler que au début de la rentrée, qu'ils doivent pouvoir signer les chartes de bonne pratique et aussi on leur demande de nous envoyer à la fin de chaque trimestre les données des cas de grossesse en milieu scolaire. Et vous l'avez su bien dire, au départ, on était à 3045 cas de grossesse en milieu scolaire en 2016, mais aujourd'hui, nous sommes à 1300, environ 1300. Et je peux vous dire que déjà en 2024, au premier trimestre, nous sommes seulement à 487 cas de grossesse en milieu scolaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les actions portent leurs fruits. Oui. Les actions portent leurs fruits et ceci permet justement de dire que nous devons vraiment continuer à sensibiliser, à poser des actions allant toujours dans le sens de protéger les enfants contre les abus sexuels. Voilà, donc l'engagement est intact. Lazare Akotrosu, quelles sont les dispositions qui sont prises pour l'application effective de la charte révisée? La charte révisée est déjà mise en mouvement par l'autorité. Parce que l'autorité ministérielle a pris une lettre qu'elle a adressée aux directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires et aux directeurs des écoles normales d'instituteurs, les DNI, comme nous aimons les appeler. Et cette lettre a été signée le 6 mai 2024 et c'est la lettre numéro 0796. Et dans cette lettre, l'autorité rappelle les innovations contenues dans la nouvelle charte de bonne pratique et invite les acteurs à considérer désormais cette nouvelle charte de bonne pratique qui n'est pas en contradiction avec l'arrêté signé en 2016, puisque l'arrêté a prévu une disposition qui permet aux acteurs à la base de contextualiser ce qui a été proposé par l'autorité. Puisque la stratégie ici, c'est une stratégie d'implication active des acteurs à la base, c'est une stratégie horizontale, elle n'est pas verticale, l'autorité ne s'impose pas, mais donne des orientations qu'il faut. Dans la pratique, il peut arriver que ce qui a été proposé par l'autorité soit contextualisé. Très bien. C'est vrai que l'État a institutionnalisé, donc a posé un grand pas, mais que devrons-nous attendre encore de vous, qui êtes quand même dans l'administration, René Rosangbe? Oui, merci, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous au niveau voilà. Oui, au niveau de l'administration? Et il faut reconnaître que CIPCRE a fait un plaidoyer à l'endroit de l'administration pour que l'administration quand même arrive à trouver une ligne dans le PTA pour prendre en charge les activités des comités de veille dans les établissements scolaires. Et l'autorité est déjà en train de prendre les dispositions pour répondre favorablement à ce plaidoyer. Donc, nous venons par ici rassurer CIPCRE que sous peu, les actions conséquentes seront menées pour que les activités des comités de veille soient prises en charge. Voilà. Et la question, Lazare Akotrosu, c'est parce que vous avez parlé des innovations, il y a quand même une autre composante qui s'est ajoutée, l'INF et d'autres choses. Quelle est l'implication donc de ces autres composantes-là dans l'application justement de cette charte révisée? Cette charte révisée a prévu le fonctionnement du comité de veille. Et c'est à l'intérieur du fonctionnement du comité de veille que le rôle des différents acteurs apparaît clairement. Voilà. Et pour résumer un peu ce chapitre d'attribution, je dirais que les rapports d'activité, d'abord,
sont envoyés à ces différents acteurs. Pourquoi les rapports sont envoyés? Pour que ces différents acteurs soient au même niveau d'information. Et avant que les rapports ne soient envoyés, le PTA du comité de veille, le plan d'action du comité de veille est élaboré avec la participation active de tous ces acteurs, jusqu'aux acteurs communautaires. Et pour mobiliser les ressources, ce sont ces acteurs qui définissent les stratégies. C'est là où interviennent les plaidoyers qui sont faits auprès ou vers les élus locaux. Ce ne sont pas les élus locaux seulement, hein. Il y a des personnes de bonne volonté qui participent à la bonne marche des activités académiques, qui peuvent mettre la main à la pâte pour faciliter le fonctionnement des comités de veille. Et j'aimerais revenir sur le rôle qui nous reste à jouer. Le rôle que nous devons jouer, c'est toujours le rôle d'accompagnement, puisque les acteurs sont des acteurs qui sont renouvelés chaque année. Donc, il va falloir que nous continuions davantage à jouer ce rôle pour permettre l'atteinte des résultats. Mais il y a un principe. Oui. Le principe est que une fois que l'autorité ou les autorités ministérielles ont pris des arrêtés pour instituer la charte de bonne pratique, ça signifie que la charte de bonne pratique, avec son comité de veille, deviennent des activités régaliennes de l'État, c'est-à-dire des acteurs des écoles ou des établissements. Donc, à chaque rentrée, il revient au directeur de l'école d'adopter la charte de bonne pratique et de mettre en place son comité de veille. Ça fait partie de ses obligations. Et si jamais le directeur ne le faisait pas, ça peut être interprété comme une faute administrative. Y a-t-il d'autres défis à relever, surtout les perspectives pour la charte de bonne pratique dans nos établissements? D'autres défis, je ne vois pas, mais ce que je peux dire, c'est que chaque chef d'établissement doit pouvoir savoir que la signature de la charte de bonne pratique est déjà institutionnalisée par l'État. Donc, on doit pouvoir le faire sans arrière-pensée, vous voyez un peu. Donc, ceci va permettre à ce que chaque acteur, surtout au niveau de l'acteur que nous connaissons bien, qui est l'enseignant, de savoir que, attention, qu'il n'y a plus de liaison amoureuse envers une élève. Voilà. En tout cas, malheureusement, nous sommes au terme de notre entrevue. Lazare Akotrossou, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de remercier l'autorité ministérielle. Je veux nommer son Excellence Salimane Karim, qui nous a mandatés et qui nous a envoyés en mission et qui nous a donné les moyens avec l'accompagnement de SIPCRE Bénin. Tout ce que nous faisons, c'est à son actif, c'est grâce à son leadership. J'aimerais aussi remercier les différents partenaires, notamment SIPCRE Bénin, qui nous a apporté son appui technique. Et je crois que SIPCRE ne va pas nous lâcher de sitôt. SIPCRE va continuer son accompagnement financier et technique, puisque nous avons assez de problèmes. Et l'État ne peut jamais tout faire seul. L'État a besoin de l'accompagnement des différents acteurs pour l'épanouissement de nos apprenants. L'État, ce qu'il possède de plus cher, ce sont les enfants. Nous devons les protéger et nous devons leur assurer un avenir prometteur. Merci. Merci beaucoup à vous. René Rosangbe. Oui, mon mot de fin, c'est que je tiens justement à remercier l'autorité ministérielle. Je voudrais nommer son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur Yves Kouarou-Tchabi, qui nous a vraiment mandaté pour nous présenter à cette émission. Nous le remercions en ce sens que vraiment il fait beaucoup pour maintenir vraiment les filles à l'école. Donc nous sommes là à l'opérationnel pour accompagner les œuvres du ministre. Et l'engagement est intact.
et l'engagement est vraiment intact. Merci beaucoup à vous, René Khozangbe. Vous êtes cadre du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Vous êtes le répondant CBP donc de ce ministère. Merci également à vous, Lazare Akotrossou. Vous êtes donc de la direction de l'enseignement du primaire et bien évidemment répondant CBP du MAMP. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez noté bien évidemment avec nous qu'il y a une nette amélioration dans la protection des enfants contre les abus sexuels dans nos établissements scolaires. Et avec la révision de la charte de bonnes pratiques, il est attendu de meilleurs résultats. Et tout ceci avec la synergie d'action des différentes composantes des comités de veille dans nos établissements. On va se retrouver très bientôt sur nos antennes. À bientôt.